Salut tout le monde, aujourd'hui on se penche sur Grok 4.1. On nous promet monts et merveilles, surtout pour des tâches aussi critiques que le codage ou le backtesting financier. Mais est-ce que c'est vraiment aussi fiable qu'on le prétend? Allez, on décortique ça ensemble. Et c'est la grande question, n'est-ce pas? Une IA peut-elle vraiment coder sans jamais se planter? Parce que soyons clairs, dans ce domaine, la moindre petite erreur, ça peut avoir des conséquences énormes. C'est un peu le Graal que tous les modèles d'IA essayent d'atteindre en ce moment. Alors voilà, XAI, la boîte qui a créé Grok, n'y va pas par quatre chemins. Ils nous disent que leur modèle est irréfutable, carrément un chercheur de vérité. C'est une sacrée promesse. Du coup, notre mission aujourd'hui est simple, on va voir si ça tient la route face à des tests bien concrets. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. La première grande promesse de Grok 4.1, c'est quoi? C'est sa prétendue capacité à être beaucoup plus factuelle et à, disons, moins inventer d'histoires, ce qu'on appelle les fameuses hallucinations. Et là, attention, le premier chiffre est assez bluffant. L'ancienne version, Grok 4.0, tournait autour de 12% d'hallucinations. La nouvelle, Grok 4.1, on tombe à moins de 4%. Pour faire simple, ça veut dire que le nombre de fois où il se trompe a été divisé par 3. Franchement, c'est un bond de géant en termes de fiabilité. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ce chiffre? Eh bien, imaginez, on lui pose 100 questions factuelles, des dates, des définitions, n'importe quoi, eh bien, il se trompera sur moins de 4 d'entre elles. C'est une amélioration énorme, qui le place directement dans le peloton de tête des modèles les plus fiables du moment. Ok, être juste sur les faits, c'est une chose, mais ce n'est que la mise en bouche. Passons maintenant à son vrai point fort, là où il est censé briller de mille feux, la génération de code. Et là encore, les chiffres sont assez éloquents. Tenez-vous bien. 93% de réussite pour débusquer et corriger des bugs, ou pour améliorer du code. Si on a déjà passé des heures à chercher une erreur, on sait à quel point c'est un gain de temps absolument monstrueux. Mais le plus intéressant, c'est de voir comment il se place par rapport aux autres. Et sur des tests de logique assez poussés, comme le fameux HumanEval+, il fait même un peu mieux que GPT 5.1. En gros, il semble meilleur pour prendre un gros problème, le découper en petits morceaux logiques, et le transformer en code propre, sans s'en mêler les pinceaux. Alors, ce tableau, il nous donne une super vue d'ensemble. Logique algorithmique, 5 étoiles. Parfait. Architecture système, gestion des erreurs, très bon aussi. Mais regardez bien la troisième ligne, syntaxe moderne. Et là, la note, c'est vigilance. Ça, c'est le premier signe qu'il y a peut-être un loup. On va y revenir, promis. Alors, comment il fait pour être aussi bon en logique? Un de ses secrets, c'est un mode de fonctionnement un peu spécial appelé Quasarflux. C'est simple, au lieu de cracher 10 codes directs, il prend le temps de réfléchir. Il fait une pause, il planifie, il vérifie sa propre logique. C'est hyper important, surtout pour du backtesting, parce que ça l'empêche de faire une erreur classique, le biais du futur, c'est-à-dire utiliser des infos qu'il n'aurait pas dû avoir. Bon, on a vu le côté pile, la puissance. Mais il y a un côté face. Et cette incroyable capacité de raisonnement, elle cache un énorme talon d'Achille. Et ce n'est pas un petit bug, non, c'est une faille qui peut rendre le code qu'il génère totalement inutile si on ne fait pas attention. Alors, la question a 1 million. Il est où ce piège? Il est bon en logique, il n'hallucine presque pas. Alors où est le problème? Le voilà. Le problème s'appelle le risk stale method. En français, ça veut dire qu'il a une fâcheuse tendance à utiliser du vieux code, des fonctions ou des méthodes qui ne sont plus à jour, surtout avec des bibliothèques qui bougent tout le temps comme Pandas ou NumPy. Et ça peut faire monter le taux d'erreur jusqu'à 20%. Pour du code qui doit tourner en production, c'est juste impensable. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution et elle est toute simple. Par contre, elle est obligatoire. Il faut lui dire noir sur blanc quelle version de la bibliothèque utiliser. Un truc du genre « utilise Pandas version 2.x et pas une autre ». C'est vraiment la seule et unique façon d'être sûr qu'il sortira du code qui marche et qui est à jour. Ok, donc on a un outil super puissant, mais avec un piège. Comment on fait pour s'en servir sans tomber dedans? Eh bien, il faut suivre un protocole, une sorte de mode d'emploi très strict. Voyons ensemble ces règles d'or. La première chose à piger, c'est que Grok 1.1 a 2 modes de fonctionnement. D'un côté, on a le mode Quasarflux, le mode penseur. Lui, son job, c'est de bâtir le code, l'architecture. De l'autre côté, on a le mode Fast, avec les outils. Lui, c'est le chercheur, il va chercher les données à l'extérieur. Il faut vraiment séparer les deux, c'est la clé de tout.
Alors, voilà la checklist, le protocole à suivre à la lettre. Primo, pour le code, on utilise toujours le mode Quasarflux. Secondo, on n'oublie jamais de préciser les versions des bibliothèques, c'est non négociable. Et tertio, pour les données, on ne lui demande jamais, au grand jamais, d'inventer des données de tête. On utilise toujours le mode fast avec des outils pour aller chercher les vraies données. Et cette petite phrase, elle résume tout à la perfection. Grok 4.1 est un excellent ingénieur pour construire la machine, c'est-à-dire le code, l'algo. Mais il a besoin qu'on lui amène le carburant, les données de l'extérieur. Pensez-y comme ça, il est capable de construire une Formule 1, mais il ne sait pas fabriquer l'essence. Et tout ça, ça nous amène à la question finale. Si on suit ce protocole à la lettre, est-ce que Grok 4.1 est en train de devenir le nouvel outil de référence pour coder avec une IA de manière fiable? C'est un outil incroyablement puissant, mais il ne pardonne pas l'imprudence. La question est maintenant de savoir comment intégrer cet outil dans sa propre façon de travailler.